On a le plaisir d'accueillir Delphine Cadwallader pour nous parler du discours médical. Elle est enseignante, mais pas de médecine, ce qui est très bien pour nous. Je vais donner la parole à Laure qui va nous présenter la suite des événements. Bonjour, donc Laure Gauthier, je suis une assistante universitaire au département de médecine générale de Paris Diderot depuis la rentrée. Moi je vous présente, donc j'organise avec Philippe Vert donc les rencontres Paris Diderot et je voulais juste vous présenter moi le programme. Donc la prochaine rencontre jeudi Paris Diderot, ce sera le jeudi 1er février 2018 et c'est Philippe Vert qui nous présentera, qui nous parlera en fait sexualité avec les patients. On est probablement trop peu de médecins généralistes à en parler. Et Philippe nous expliquera pourquoi il en parle, comment et quels sont les retours des patients. Et puis, entre-temps, évidemment, il y a les mercredis de Bobigny, donc toujours en alternance, mercredi de Bobigny et jeudi de Paris Diderot, un mois sur deux. Et ce sera donc le mercredi 17 janvier pour la décision dans l'incertitude. Et une dernière info, vous pouvez être connecté avec le département de Paris Diderot via le fil rouge, il suffit de vous abonner. Et sur Facebook, il y a une page avec plein d'actualités du département, mais aussi des actualités médicales, des séminaires, des choses comme ça. Et n'hésitez pas à être maître de stage d'un autre département. Voilà, je laisse la parole à... Ah pardon, je pense qu'il est là. Alors, ça va être un peu technique, il va falloir que je parle au micro et que je clique en même temps, donc j'espère que je vais être coordonnée. Donc bonsoir, merci d'être là. Oui. Comment? Est-ce que tu veux qu'on clique? Non, parce qu'en fait, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je suis prof de littérature, donc je suis pas... Alors, je suis ici pour vous parler d'histoire de la médecine, et en l'occurrence d'histoire du discours médical. Donc je vais dérouler un fil, et voilà, on va voir ce qu'il en sort. Donc du bon médecin de campagne, qui est le médecin de campagne qui est un roman de Balzac, à la dangereuse brute en blanc, dont vous avez certainement entendu parler, qui est le dernier ouvrage publié par Vinclair, et qui détruit les médecins. La douloureuse relation médecin-patient depuis Bichat. Vous avez normalement donc, eu à l'entrée le plan, ça vous permettra de me suivre. Donc voilà, ne prenez pas peur, la première partie est beaucoup plus longue que la deuxième, donc on va empiéter, ça ne sera pas moitié-moitié. Alors, le médecin de campagne donc de Balzac se passe en 1829 et raconte comment le docteur Benassi parvient à rendre son village, qui était un bourg désert et totalement aride, à le rendre fertile et en bonne santé. Ce docteur Benassi est maire du village et donc il imagine un grand système hydraulique pour rendre les champs fertiles. Et parallèlement, il est le médecin de la campagne et il parvient à rendre la santé à ces gens qui étaient malades et affamés. La façon dont il soigne est ce qu'on va appeler une façon holistique, qui était la façon dont on soignait plutôt au début du 19e siècle, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'il accueille les patients chez lui, il les nourrit, il discute avec eux, il les garde des nuits, des jours et des nuits encore entières, et parvient, grâce à la conversation et à ces techniques, à les soigner. Dans l'humilité. Il faut savoir que le docteur Benassi a hésité entre trois choix, la prêtrise, la médecine ou le suicide, et donc a décidé d'être au service totalement. Alors on a d'autres types de médecins comme ça dans la littérature, notamment dans l'un de mes romans préférés, qui est Bleak House de Charles Dickens, de 1861, qui raconte l'histoire de la contagion de la petite vérole. Et la petite vérole se voit dans Londres à travers le brouillard, c'est-à-dire que le brouillard passe d'un bourg à un autre et représente à la fois la corruption de la justice et la petite vérole. Et le docteur Alan Woodcourt a cette faculté absolument fantastique de fendre le brouillard, c'est-à-dire qu'à son passage, le brouillard se dissipe. Et c'est une image de la façon aussi encore dont il soigne.
Alors ces médecins, ces bons médecins sont souvent des notables, mais qui s'introduisent dans l'intimité des gens. Donc on voit là ici par exemple qui va au chevet d'une toute petite fille malade, le père derrière, dans l'intimité de la maison, qui vient panser les plaies, hein, métaphoriquement et littéralement, et qui fait vraiment partie du cercle familial, qui est là jour et nuit. 2017, Les Brutes en blanc. Vinclair raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient le consulter lui, en 4e intention. Elle est absolument persuadée d'avoir la maladie de Lyme et elle vient avec un article de journal. Elle lui raconte ce que les 3 médecins précédents lui ont dit. Le premier avait grommelé « Ne venez pas m'emmerder avec ces conneries ». Le deuxième avait à peine regardé l'article et le lui avait rendu sans un mot. Le troisième avait souri de manière assez méprisante et dit « Vous ne devriez pas lire des choses que vous ne comprenez pas ». Alors, page après page, dans cet ouvrage-là, mais dans ses précédents aussi, Vinclair assène les violences médicales, les violences gynécologiques, les violences obstétricales, et les assène de façon aussi extrêmement violente, en les répétant, en les mettant à nu, et en rendant tout le pathos et parfois l'exagération. Donc elles sont assez exceptionnelles et assez choquantes, mais en l'occurrence, elles font miroir avec le débat actuel, puisque voilà, le genre de publications qu'on a et qui deviennent vraiment monnaie courante, les publications d'articles de journaux, les pages hein, qu'on voit en ce moment, et qui sont assez congruentes finalement avec ce qui se passe aussi autour de l'affaire Weinstein en ce moment. Donc la méfiance s'installe un peu du côté du patient. J'ai trouvé cette photo, par exemple, où finalement on invite les patients à se demander, les gens à se demander, finalement, est-ce que mon médecin à moi aussi est une brute? Est-ce que j'ai été, sans m'en rendre compte, victime de violences gynécologiques, obstétricales? Finalement, quelle est mon histoire à moi? En l'occurrence, ça révèle le monstre. Ça révèle le monstre du médecin. Donc Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui est un roman très connu de Stevenson, mais sur lequel je reviendrai. En l'occurrence, ça heurte. Vinclair heurte énormément. Ces campagnes heurtent énormément. En l'occurrence parce que ça heurte les médecins en tant que personnes. C'est-à-dire les médecins qui ont choisi d'être médecins. Julie, Elisa, Emna. C'est-à-dire des gens qui ont une vocation, à qui les parents ont payé 10 ans ou plus d'études, qui n'ont pas fait médecin pour faire du mal, qui ont fait médecin pour faire du bien, pour soigner, et forcément ça heurte énormément. Sauf que, et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler un peu de ça, ce monstre-là, c'est une maladie de l'interne de 2e année. C'est la fameuse baisse de l'empathie, dont on parle de plus en plus. Alors voici une thèse qui a été rendue et soutenue en 2016, et qui donc explique, contrairement à ce que l'on pourrait croire et espérer, l'empathie a tendance à diminuer tout au long des études médicales. Cette tendance se confirme, que ce soit lors d'une étude transversale ou longitudinale, et pour l'empathie cognitive comme pour l'empathie affective. Une revue de littérature réalisée en 2011 par Neumann met en évidence une diminution significative de l'empathie tant au cours de l'enseignement théorique qu'au cours de l'internat. Cette diminution est particulièrement forte pour les spécialités non orientées vers le patient, c'est-à-dire plus techniques. La tendance à la baisse est également retrouvée pour les futurs médecins. On a donc, pour les futurs dentistes, on a donc pour le coup une relation qui souffre en fait. Un médecin qui souffre de ce qu'il entend, un patient qui souffre de la relation qu'il a avec son médecin. Et la raison, la plupart du temps, qui est donnée par un peu tout le monde, c'est que l'interne devient maltraitant parce qu'il est maltraité. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, on lit beaucoup de blogs. Je vous conseille l'excellente LSD de France Culture qui vient de passer. Il y a 4 épisodes justement et il y a des récits d'internes qui sont absolument fantastiques. Et qui sont très poignants parce qu'on sent vraiment la souffrance de ces jeunes étudiants qui dorment pas, qui sont persécutés, qui sont harcelés, qui sont fatigués. Voilà, c'est difficile en fait d'apprendre dans ces conditions-là. Autrement dit, tout ça serait la faute d'une déformation professionnelle. Alors Vinclair, avec encore une fois son style tout à fait doux, nous explique, comme le rapportent bon nombre de blogs d'étudiants en médecine, l'humiliation, t'es qu'une merde, la culpabilisation,
Si tu fais pas ce qu'on te dit, t'apprendras jamais. Le terrorisme, si tu n'apprends pas ce qu'on te dit, les patients mourront, sont encore des méthodes pédagogiques courantes dans les facultés de médecine françaises. Alors moi j'ai un regard un petit peu différent, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans le système, je suis patiente, c'est la grande relation que j'ai plutôt avec la médecine. Alors je suis effectivement amie de médecins, sœur de médecins, j'ai côtoyé la médecine, y compris une médecine très technique en réa pédiatrique pour un petit peu trop longtemps. Mais en l'occurrence j'ai vraiment une relation extérieure au système. Et pour le coup, j'ai un prisme un tout petit peu différent, c'est-à-dire celui de docteur, mais en littérature. Et bien sûr, c'est pas l'enseignante que je suis qui va vous dire que la force de l'imitation n'existe pas. Forcément qu'on imite ses professeurs, c'est ce qu'on fait. Et si on a un professeur, c'est-à-dire un chef de clinique qui va vous harceler, qui va vous faire du mal, où vous allez vous sentir souffrant, vous allez faire souffrir à votre tour, puisque c'est comme ça qu'on s'endurcit et c'est comme ça qu'on soigne. Moi, je pense qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et que effectivement, les jeunes internes sont victimes d'un système, et les médecins aussi, une fois qu'ils sont installés, mais pas d'un système hospitalier ou d'un système à l'échelle de leur vie à eux, mais d'un système qui correspond, en l'occurrence, à la fois à un discours et à une langue qui n'ont pas l'âge que vous avez, mais qui ont 200 ans. Et c'est ça que je veux vous montrer, c'est-à-dire que vous êtes les héritiers directs dans votre pratique de quelque chose qui vous dépasse complètement, parce que c'est le passé et que ça vous habite de l'intérieur. Autrement dit, il y a un discours qui se crée, c'est ce Hyde, et je vais en l'occurrence inverser, et je vais parler de Mr. Jekyll et Dr. Hyde. C'est-à-dire que vous êtes tous Mr. et Mrs. Jekyll, vous êtes tous des personnes à votre échelle de vie, avec votre histoire personnelle, vos parents, vos relations avec les gens que vous aimez et qui vous entourent. Et à l'intérieur, il y a ce Dr. Hyde qui vient du passé et qui vient d'un discours, hein, qui vient vraiment d'un discours d'une lame de fond, et qui va donner une langue, une linguistique, une façon de s'exprimer, qui va effectivement entrer en collision ou en collusion avec un patient, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va commencer donc à la rencontre de Dr. Hyde et vous expliquer que avant l'avènement de la médecine scientifique, c'est-à-dire avant les années 1830, on pratiquait ce qu'on appelle une médecine holistique. C'est-à-dire qu'on ne soignait que par le symptôme et par la narration individuelle. C'est-à-dire qu'un patient avait son histoire à lui de maladie, son histoire de symptômes, et racontait ce qu'il ressentait. C'est-à-dire que la maladie n'était pas une espèce, n'était pas quelque chose qu'on pouvait isoler, c'était pas un objet d'étude, c'était une façon de se transcrire à l'intérieur d'une personne. Donc c'était une expression individuelle, ce qui faisait qu'il était complètement possible de soigner par lettres interposées, puisque ce qui était important, c'était la narration. Il y a cet ouvrage qui est absolument extraordinaire de Barbara Duden qui va compiler en fait des lettres de patientes d'un médecin allemand qui s'appelait le Dr. Storch. Et on a une véritable poésie du corps dans les lettres de ces patientes. Alors elle parle de légers maux de tête, une ombre dans les yeux, l'impression que mes cheveux tombent et cela démange, une impression de déchirure dans la mâchoire. Ma langue est lourde et j'ai du mal à parler, mon sang monte dans ma poitrine, j'ai le souffle court et serré, j'ai comme un pieu dans le cœur. Mon cœur se serre au milieu, j'ai une sensation d'anxiété dans l'utérus. Mon utérus est froid et est ouvert trop largement, contrairement, mon utérus se serre et me fait mal. J'ai un nœud à l'utérus qui remonte dans ma gorge et alourdit ma langue. En l'occurrence, toutes ces bribes d'histoire sont rassemblées, et c'est ce que l'historien de la médecine Alan Whiteley explique. Les lettres avaient un autre effet, elles permettaient aux souffrants de transformer les bribes de maladie en une narration cohérente, et parfois même en épisodes. Donc, en l'occurrence, on parle énormément, et c'est cette narration qui va donner sens aux symptômes. L'avènement de la médecine scientifique, celle qu'on pratique aujourd'hui, c'est la disparition du symptôme au profit du signe. C'est-à-dire que les médecins ne vont plus lire des mots, MOTS, ne vont plus lire des narrations, ne vont plus lire des histoires, mais vont changer de support et passer du papier au tissu, c'est-à-dire au signe morbide, à la lésion, à ce qu'on va pouvoir lire sur le corps lui-même. Et c'est la faute à Bichat, qui publie deux traités fondamentaux. Le traité des membranes en 1799, où il explique justement que la maladie laisse une trace physique et lisible dans la lésion du tissu.
et qu'il faut aller chercher cette lésion, qu'il faut aller lire la lésion. Et dans le deuxième volet finalement de la même étude, en 1800, un an plus tard, il explique qu'il faut absolument comparer l'évolution de ces signes, donc les observer, et les comparer ante et post-mortem, ce qui n'est pas très difficile puisqu'on mourait énormément à l'époque. Ça a eu très rapidement une application clinique, c'est-à-dire qu'on a pris, et c'est en ça qu'on parle d'une révolution scientifique, une révolution médicale, ça a été très rapide et très brusque, hein. Et ça a été repris par trois noms que vous connaissez certainement, qui ont donné leurs noms à des maladies célèbres, et qui sont ceux qu'on appelle The Three Great Men of Guy's, hein, donc c'est Guy's Hospital à Londres. Et en fait, ils font des manuels et ils enseignent à une horde d'étudiants qu'ils emmènent observer les patients. Et ils expliquent qu'il faut observer la maladie toutes les heures, pendant 72 heures, sans jamais s'arrêter, sauf si le patient meurt, auquel cas il faut l'ouvrir, pour aller regarder comment la lésion a tué ou ce qui s'est passé à l'intérieur du corps. En l'occurrence, c'est donc du coup la mise en morceaux du patient, la mise en morceaux conceptuelle du patient. Et en sociologie, on a tendance à parler de la disparition, hein, du patient. C'est par exemple ce que Jewson, qui fait un peu autorité en la matière, explique. Le 19e siècle est le siècle qui marque la disparition pure et simple du patient dans la cosmologie médicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le patient n'est plus du tout un tout, n'est plus du tout une personne. On est passé d'une médecine organiciste, c'est-à-dire où on considérait le patient, le tout, comme supérieur à la somme des parties, à une médecine technique, ou plus technique, scientifique, autrement dit, c'est ce qu'on appelle en philosophie mécaniciste, c'est-à-dire qu'elle est strictement le tout et strictement égale à la somme des parties du patient. Donc, on va s'intéresser à un organe et un autre. C'est la raison pour laquelle les trois hommes que je vous ai cités, les trois médecins que je vous ai cités, sont aussi des spécialistes, et sont les tout premiers spécialistes en Grande-Bretagne, parce que si on veut bien lire une lésion, il faut forcément décider d'une zone du corps. C'est tout à fait logique. Mais on ne va s'intéresser qu'à cette zone du corps et surtout pas coordonner la zone du corps avec une autre zone du corps. Parce que ça correspondrait, en l'occurrence, je vous montrerai après, mais à une autre aile de l'hôpital et on ne peut pas bouger les patients. Du coup, le patient, donc ça c'est l'iconographie de la salpêtrière, le patient disparaît en tant que personne et son nom même est remplacé par le nom de la maladie dont il souffre. Alors je vous présente léthargie. Je vous présente aussi hystéroépilepsie, donc à gauche vous avez l'état normal, et à droite vous avez la contracture hystéroépileptique. Et voici à quoi ressemblaient les hôpitaux de l'époque, c'est-à-dire que vous aviez des rangées comme ça à l'infini de lits, avec des pancartes, hein, on peut les voir sur le bout du lit, avec le nom de la maladie du patient. Et en l'occurrence, le patient avait une consigne qui était de ne surtout pas parler. Et de surtout jamais dire son véritable nom, puisque son véritable nom était restait à la porte de l'hôpital pour devenir le nom de la maladie dont il allait souffrir, enfin dont il souffrait. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé de façon très brusque, très rapide, hein, sur 15 ans, et les patients n'étaient absolument pas habitués à être soignés de cette façon-là. Il a donc fallu s'imposer dans l'imaginaire collectif, montrer qu'on était indispensable et qu'il fallait suivre cette médecine, cette nouvelle médecine, que ça allait forcément demander un petit peu d'effort. Donc, pour cela, ils ont fait trois choses, les médecins de l'époque, et de façon tout à fait volontaire. Ils se sont fabriqués une image auprès de la patientèle, une image de sauveur. Ils ont mis l'art au service de la médecine, et ils ont décidé de promouvoir une médecine orthodoxe. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors d'abord, ils ont commencé à écrire. Ils ont fait énormément de publications, à remplir l'espace de l'écriture. Le premier, donc Dr. John Elliotson par exemple, a écrit un bouquin d'une 40aine de pages où il explique qu'il a réussi à sauver une patiente d'un cancer du sein. Au début, bien sûr, elle est mourante, elle souffre énormément, c'est absolument abominable. À la page 38, elle est guérie, elle est fantastique, tout va bien, elle aime son médecin l'aime, et il y a un appendice avec les lettres de la famille qui remercient le Dr. Elliotson. Donc ça, c'est un premier type de publication.
Et ce qui est extrêmement intéressant à l'époque, c'est que les médecins vont utiliser des techniques narratives qui appartiennent à la littérature de cette époque-là pour rentrer vraiment dans l'imaginaire du patient. Alors en Grande-Bretagne, par exemple, on écrit sous forme de ce qu'on appelle les sérialisations. C'est-à-dire que les grands romanciers, par exemple Charles Dickens, Wilkie Collins, dont je vais parler après, fonctionnent sous forme de séries. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, dans les journaux, ils vont publier une liasse d'une 15aine de pages. Ces épisodes, bien entendu, vont devoir être fabriqués avec ce qu'on appelle des cliffhangers à la fin, puisque l'idée est d'acheter l'épisode d'après, bien entendu. Et ben, donc le Dr Hinckliffe, par exemple, ils sont très nombreux à faire ça, a fait exactement la même chose dans The Times. Alors pas dans The Lancet, pas dans The British Medical Journal, dans The Times, que tout le monde lit. Et il a raconté comment il sauve une petite fille qui s'appelle Elle, 11 mois, de la variole. Et tous les jours, et donc il fallait attendre le jour d'après. Moi j'ai lu ça bien entendu d'un coup et j'ai pas pu m'arrêter, c'était absolument trépidant, c'est génial. C'est un entrefilet à chaque fois et c'est qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Et il explique ce qui se passe et comment la petite fille descend et va mal et quasiment mourante, il revient dans la nuit, il va chercher une pustule de vache, il revient, il injecte, elle retombe malade. Et bon, finalement elle survit, c'est fantastique, au bout de 30 jours haletants. Donc ça c'est très intéressant, cette façon de faire. Ça c'est la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, c'est la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est le moment où on arrive, et c'est ce qu'on appelait la destinée manifeste, c'est-à-dire que Dieu portait les pionniers, et les pionniers allaient tuer les Indiens avec la bénédiction de Dieu. Et donc forcément, on écrivait non pas là des récits sérialisés, mais des récits de conquête. Et voici Marion Sims qui raconte l'invention du spéculum. Première fois qu'il met le spéculum, et il écrit « Je voyais absolument tout, comme jamais aucun homme avant moi n'avait vu. Je me sentais comme un explorateur de la médecine, qui pour la première fois de l'histoire observe un territoire neuf et de prime importance. J'étais à la veille de l'une des plus grandes découvertes de notre temps. » C'est la conquête de l'Ouest, du Sud. Et encore une fois, on voit la destinée manifeste, c'est-à-dire portée par Dieu. Il opère une jeune femme qui a une fistule anale et qui n'osait pas sortir de chez elle à cause de la puanteur. Et voilà ce qu'il raconte. Cette difformité humiliante l'a exclue des cercles de la société. Humble, sensible et méfiante, elle évite la présence de quiconque. La vie n'a pour elle plus aucun charme et sa seule consolation ici est l'espoir d'une immortalité purifiée dans l'au-delà. Oui, mais c'est oublier Marion Sims qui l'opère et qui lui donne une purification dans l'ici et le maintenant. Donc on a, j'y reviendrai, cette fonction quasiment divine du médecin qui parvient à sauver l'âme et le corps de cette jeune femme. En tout cas, sa fonction sociale. Donc ça c'est pour les mots. Maintenant pour les images, on met vraiment l'art au service des médecins. Alors ici vous voyez Pinel qui délivre les fous. Ici vous avez Dupuytren qui présente une patiente qu'il a sauvée de la cécité. On voit le nombre de gens qui sont venus regarder la patiente et la monstration de la part de Dupuytren. On a Velpeau et sa leçon d'anatomie. C'est très intéressant ici parce qu'on parlait tout à l'heure de hiérarchie et d'imitation des maîtres. Là, on a vraiment ça, c'est-à-dire que les étudiants ont les yeux rivés soit sur Velpeau, soit sur sa main qui ouvre le corps. Et nous, on a le point focal sur Velpeau qui nous regarde, qui regarde directement le peintre. Donc ça, c'est très important puisque c'est ça, c'est lui le maître, c'est lui le modèle, c'est lui l'autorité. On le sent vraiment dans ce type de peinture. Le docteur Péan, alors là, qui enseigne donc la découverte du pincement des vaisseaux. Soit les étudiants l'écoutent, soit ils vont toucher le pouls de la jeune femme inconsciente. Et puis, bien entendu, on a Charcot. Donc ça, c'est donc l'iconographie de la salpêtrière. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, vous avez à la fois la représentation, la présentation du patient, ou de la patiente pour le coup, et aussi la hiérarchie et l'imitation. Puisque, pour le coup, si on regarde ce même tableau documenté, par exemple, la personne qui tient la jeune femme, c'est Babinski. À côté, c'est Gilles de la Tourette. Il y a le fils Charcot, c'est-à-dire tous les éminents médecins qui vont suivre le modèle de Charcot
par l'iconographie aussi, surtout de la salpêtrière, ils vont montrer l'efficacité de leur méthode. Alors par exemple, on avait énormément de avant-après, comme ça. Donc ça, c'est une patiente qui arrive en psychiatrie. Alors vous voyez, c'est une catastrophe, hein. Elle n'a pas de soutien-gorge, elle a les cheveux pendants, elle a des cernes, elle a la bouche ouverte, c'est une catastrophe. Et puis quand elle ressort, tout va beaucoup mieux. La voilà civilisée. Donc ça, c'est vraiment l'efficacité de la médecine. Et on va démontrer l'efficacité de nos propres méthodes et montrer que les autres méthodes ne fonctionnent pas. Alors par exemple, ça, que j'aime beaucoup, donc apparemment à l'époque, ça s'appelait la végétothérapie. Donc on prenait des petites capsules de brocoli, des petites capsules de poireaux. Voilà le danger, vous allez vous transformer en poireau, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ça, c'est contre l'hydrothérapie. Si vous faites de l'hydrothérapie pour vos douleurs articulaires, vous allez simplement avoir l'air totalement ridicule, l'eau est glacée et vous allez avoir des sauts sur la tête par quelqu'un qui a l'air extrêmement content de lui-même. Voilà, en dessous. Et puis, on va décrier justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le bedside medicine, la médecine holistique du XVIIIe siècle. Alors là, on a deux jeunes femmes qui caquettent au fond d'un salon, un médecin, et donc l'une qui dit à l'autre « Ouh, c'est ton docteur, n'est-ce pas? Alors quel genre de docteur est-il » Et elle répond « Je ne comprends pas bien, je ne sais rien de ses compétences, mais en tout cas, il a de bonnes manières de soins, un bedside manners. » Autrement dit, c'est un joli cœur, hein, c'est-à-dire que là, il est vraiment au top de la fashion des années 1860. Donc, ça, c'est un bel homme des années 1860. Mais voilà, c'est tout. Il a de bonnes manières, bedside manners, mais il n'est absolument pas efficace. Autrement dit, il vaut mieux un médecin qui ne va pas vous parler, qui va être pas très sympathique, ou pas sympathique du tout, mais qui va être efficace dans son travail, c'est-à-dire qui va vous sauver la vie. Les médecins, et c'est vraiment très actif, font aussi de la distribution sauvage de flyers. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on trouve dans la rue, ils donnent, les jeunes étudiants en médecine en général font ça, donnent en fait des listes de publications, donc avec les nouvelles techniques qu'on peut trouver, et puis vont publier des grands manuels pour, alors je cite Pettigrew, libérer le public du carcan du préjugé et de l'erreur. C'est-à-dire leur montrer que non, le corps ne fonctionne pas comme ils pensent qu'il fonctionne. Et par exemple, là j'ai pris, bon, c'est énorme, hein, c'est un énorme ouvrage, par exemple j'ai pris deux expressions. Quand on tousse énormément en anglais, apparemment à l'époque on disait « his lungs are gone », donc ses poumons sont partis. Et donc il explique, mais pendant des pages et des pages, que c'est absolument absurde, que non, les poumons ne disparaissent pas, que si les poumons disparaissaient, on mourrait, et donc il faut éradiquer ce genre d'expression de la langue anglaise. De la même façon, lunatics, hein, c'est les fous, n'ont rien à voir avec la lune. Donc c'est vraiment pour montrer que voilà, il ne faut pas parler comme on parle d'habitude. Et c'est de cette même façon que Sir William Osler fabrique un manuel au tout début des années 1901-1902 pour dire aux infirmières d'arrêter de parler de la maladie des patients. Les patients ne doivent pas parler de leurs symptômes, parce que le symptôme parasite le signe, dans la lecture du signe. Donc le patient ne doit pas parler. Mais l'infirmière ne doit absolument pas parler de la maladie puisque c'est une façon dont on peut contaminer par l'hystérie finalement collective. Le mot MOTS serait une autre façon d'exprimer les mots MAUX. Et il y a cet ouvrage qui est assez intéressant qui a été publié en 1841, donc Taisez-vous et sauvez votre vie. Qui a été repris dans les journaux. Alors c'est pas ça hein, que dit George Catlin, mais en l'occurrence c'est une expression qu'on trouvait énormément. Le pas d'après, c'est que ces médecins se sont mis à faire de la critique d'art et de littérature. Et donc ils se sont mis à critiquer les romans quand ils disaient des choses fausses sur le corps. Alors par exemple, ça c'est l'illustration dans Punch d'un épisode dont je parlais donc de Bleak House, qui est la combustion spontanée de Crook, qui est un des personnages voilà, qui nous plaît beaucoup. J'ai mes étudiantes en littérature qui se rigolent parce que je suis obsédée par ça, donc je les entends tout le temps parler. Et donc en fait il explose, voilà, il explose, donc il dégouline partout sur les murs, il explose. Le jour où l'épisode sort dans les journaux, forcément les gens le lisent, le lendemain, dans The Times, dans The British Medical Journal, dans The Lancet,
Les médecins sont devenus complètement hystériques. On dit que c'était absurde de dire quelque chose comme ça, qu'on n'avait pas le droit de donner des faussetés comme ça, des erreurs aux gens qui vont penser qu'on peut exploser. Et que, et je cite, Dickens outrepasse les limites de la fiction. Donc voilà ce qu'on fait par exemple. Et on le fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand les auteurs disent des choses justes, on les félicite. Et c'est encore un prisme qu'on a aujourd'hui. Ça c'est Joe, qui est un personnage dans The Pickwick Papers de Dickens. Il est obèse, il est rougeau et il s'endort tout le temps. Et j'ai encore trouvé, mais c'est en plus par hasard, dans le New Yorker d'octobre, voilà ce qu'un médecin raconte. On a montré par la suite que ce que l'on connaît désormais sous le nom de syndrome d'hypoventilation alvéolaire en relation avec l'obésité n'est pas un pur produit de l'imagination de Dickens sous les traits de Joe, mais le fruit des pouvoirs si développés d'observation de l'auteur qu'il est parvenu à faire le tableau d'une pathologie que la science médicale ne découvrirait qu'un siècle plus tard. Souffrir d'obésité morbide peut empêcher les malades de respirer correctement, résultant en une hypoxie et une hypercapnie qui explique pourquoi Joe s'endort sans cesse, mais aussi pourquoi son visage est rouge. C'est incroyablement réducteur. Non, c'est pas pour ça que le visage de Joe est rouge, c'est pas que ça. Non, il ne s'endort pas juste pour faire un tableau clinique. Il s'endort parce que dans l'histoire, ça a un sens. Donc, vous voyez, c'est réduire complètement, en fait, le personnage de roman à un tableau clinique et féliciter son auteur parce que l'auteur a beau. Ça, donc c'est encore quelque chose qui est vrai de nos jours. Mais on fait encore une autre chose, qui est qu'on va ramener du littéral. Alors il y a un passage dans Le cœur des femmes de Vinclair, qui est encore une fois peut-être un peu exagéré, mais où il raconte l'histoire d'une jeune femme qui va voir un gynécologue et qui est désespérée, elle pleure, elle est pas bien, elle est très triste, et elle dit au gynécologue « j'ai le cœur gros ». Et le gynécologue lui répond « mais je ne suis pas cardiologue ». Et elle est désespérée et elle pleure encore plus. Mais en l'occurrence, ce qu'il touche du doigt ici, Vinclair, c'est quelque chose de réel qui a effectivement existé dès le XIXe siècle et qui est ramené au littéral. C'est ce que Claude Bernard fait, donc je vais passer là, dans de la physiologie générale, et il dit « L'antique fiction de la vie, comparée à une flamme qui brille et s'éteint, cessa d'être une simple métaphore pour devenir une réalité scientifique. Ce sont en effet les mêmes conditions chimiques qui alimentent le feu et la vie. » C'est intéressant, puisque c'est, en l'occurrence, ce que les médecins essayent d'expliquer à l'époque, c'est qu'il faut revenir à la littéralité du corps, de ses fonctionnements, et que finalement la métaphore n'est que porteuse d'erreurs, en fait, pour le patient. Et toujours à la même époque, et c'est le dernier morceau, ils mettent à distance, ils fabriquent un langage qu'on appelle un métalangage, et que Ségalen, donc, qui est médecin, explique dans sa thèse, Les cliniciens ès-lettres. Il explique. Un profane, entrant à l'improviste en une salle d'opération, raconterait plus tard à ses amis terrifiés. C'était épouvantable. Il y avait une pauvre femme renversée, la tête très basse, le ventre ouvert, elle râlait continuellement. À un moment, elle est devenue toute bleue. Tous les linges étaient couverts de sang. Il en avait sauté sur le front des ailes. On lui a enlevé un énorme morceau de chair. Le chirurgien, au contraire, dirait plus techniquement. Je viens d'opérer un fibrome qui m'a donné pas mal de tracas. J'avais mis la malade dans la position de Trendelenburg. La chloroformisation a été délicate, elle est restée longtemps cyanosée. La tumeur pesait 2500 grammes, c'était un fibrome pédiculé. Et voici comment il glose. Il explique, la transposition est complète. C'est une véritable transmutation des valeurs. L'intensité, le pittoresque de la description, par conséquent son retentissement émotif, ont perdu au profit de la précision du métier. Et là, c'est très intéressant. Nous croyons que tel est en grande partie le mécanisme psychologique de ladite insensibilité, qui devient ainsi métasensibilité. Elle s'acquiert au moment même où l'étudiant en médecine peut substituer automatiquement à l'image quelconque le terme technique qui la désigne. Donc, Ségalen, au tout début du XXe siècle, avait déjà conscience de cette sensation d'insensibilité, ce que la thèse que je vous ai citée tout à l'heure explique sous forme de baisse de l'empathie de l'interne de deuxième année. Ça n'est pas une baisse de l'empathie, ça n'est pas une insensibilité, c'est une métasensibilité, c'est-à-dire que c'est une sensibilité qui permet d'agir et qui permet de transposer en des termes techniques, et donc des termes qui vont permettre l'action, une sensation, un sentiment, un symptôme. En l'occurrence, ce à quoi je viens de faire référence, c'est ni plus ni moins une propagande. C'est exactement une propagande. C'est-à-dire que les médecins, au XIXe siècle, ont d'abord mis en place une langue.
Autrement dit, un jargon qui fonctionne sur le principe de l'inclusion-exclusion. C'est ce qu'on fait quand on a une langue propagandiste. C'est-à-dire qu'on va créer un langage qui va exclure tous ceux qui ne le comprennent pas. Autrement dit, les patients qui sont voués au silence. On va imposer une vision, c'est-à-dire une idéologie du corps mécaniciste, c'est-à-dire le tout égale la somme des parties strictement, et rejeter toutes les autres. Et enfin, on va obliger la masse à adopter une certaine attitude avec cette nouvelle catégorie socio-professionnelle, le silence et la passivité. Alors, partie du coup que j'ai appelée Retour vers le futur 1. Revenons à maintenant et voyons comment ça a incroyablement bien fonctionné. Une propagande tellement bien fabriquée qu'elle a effectivement été terriblement efficace. D'abord du côté du médecin. On parle une métalangue, d'accord, et si on pousse cette métalangue, effectivement on va aller vers du mépris ou de la robotisation. Voici ce que j'ai trouvé donc sur un blog d'interne qui appuie sur un bouton voilà, et pour faire des électrochocs en fait. Et il dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Un genre de robot, un être manipulable qui doit faire ce qui doit être fait sans chercher à comprendre pourquoi il le fait. Est-ce cela la médecine moderne? Un technicien qui agit et qui ne pense plus? Quelqu'un qui oublie pourquoi il soigne en croyant qu'il soigne mieux? Un automate apte à poser des diagnostics toujours plus précis, toujours plus pointilleux, mais qui, ne réfléchissant qu'en algorithme et en protocole, ne sait plus dire bonjour, se présenter, respecter l'autre, lui demander son accord? Du côté du patient, il y a énormément de conséquences. Et le premier est dans la langue. Alors un autre blog qui s'appelle Hôpital en brève et qui reprend qui cite en fait des patients, d'accord, et la plupart sont vraiment très drôles. Donc j'en ai pris quelques-unes. Par exemple, Madame K, 33 ans. Je fais une échographie pubienne car on m'a détecté un endomètre. Madame V, 37 ans. Mon gynécologue a ausculté mon prolapsus. Madame G, 75 ans. J'ai de l'arthrose du cou et des ostéophytes en bec de lièvre. Madame T, 47 ans. Je souffre de coloscopie fonctionnelle. Monsieur R, avec sa fille de 15 ans. Elle a des maux de tête, mais attention, c'est pas des migraines, c'est des céphalées. Alors bien sûr, c'est très drôle, c'est très très rigolo, mais c'est aussi terriblement tragique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, linguistiquement parlant? Ça veut dire que ces patients ne peuvent même plus parler de leur corps. Ils ne peuvent plus parler des chatouillis, des gratouillis, de la langue qui déchire, de l'utérus qui monte dans la gorge, comme les jeunes femmes du Dr Storch. Ils sont obligés d'utiliser un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent le jargon sans bien entendu le maîtriser, puisqu'on est dans cette histoire d'inclusion-exclusion. Et ça va même jusqu'à la représentation de leur propre corps. Sur le même blog, Madame J, 72 ans. Et vous êtes diabétique et vous continuez à manger autant de sucreries? Oui, mais je bois un grand verre d'eau et ça dilue. J'ai entendu ma grand-mère dire des choses comme ça. Mais pour le coup, encore une fois, c'est très drôle, c'est faux, on est bien d'accord, c'est absolument impossible. Sauf que, si on y réfléchit un peu, ça participe d'une esthétique organiciste. Ça participe d'une représentation du corps de cette dame, et pour elle, c'est juste. Mais ça fait rire, parce que c'est faux. Et là, il y a un gap qui est assez intéressant à creuser. J'ai posé des questions, je suis un peu comme ça, donc je suis énervante, à mes amis médecins, et je leur ai demandé ce qui les énervait, ce qui les agaçait, ce qui était difficile pour eux. Et donc je vais en prendre un ou deux. Un ami qui me dit « Ce qui m'énerve profondément, c'est quand le patient qui vient en consultation sans son ordonnance dit qu'il prend un comprimé blanc, bleu, rose. Je ne comprends pas pourquoi on avale un composé chimique potentiellement toxique sans même savoir son nom. » Avec ce que je vous ai raconté, j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi. Parce que le corps du patient, le corps du malade n'appartient pas au malade. Le composé qu'il va prendre appartient à la médecine, appartient au médecin, c'est sa responsabilité, et lui, finalement, n'a même pas vraiment le droit de comprendre. Un autre témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Vous pensez que je dois la faire, cette IVG? Ou, je sais pas, moi, c'est vous le docteur. Mais c'est pareil, c'est absolument tragique, ça. C'est un médecin qu'on a en face de soi. Une IVG, ça veut dire est-ce que j'ai un enfant ou pas? C'est pas une décision médicale, c'est une décision personnelle, ça appartient à notre histoire. Ou je sais pas, moi, c'est vous le docteur, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup agacé, c'est pourquoi les gens n'essayent pas de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Parce qu'en fait, ils n'en ont pas eu le droit pendant toutes ces années, pendant un siècle et demi. Même médecin qui m'explique, je suis en difficulté quand j'expose un risque d'échec à un patient.
Vous avez 50, 60, 80% de risque de progression, décès, réussite de 5, 10 ans. Cette information statistique n'a pas de valeur individuelle, même dans le cas où elle provient d'essais dans lesquels le patient aurait pu entrer. La réaction la plus fréquente est « et donc ça va marcher, ça va pas marcher ? Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas le prédire. » Il a raison, et je comprends complètement sa frustration. On demande en fait au médecin d'avoir une puissance, et lui se sent impuissant, donc se sent encore plus frustré. Mais je vous rappelle ça. C'est-à-dire, je vais le mettre, je vais le faire exprès, ça. C'est le même geste, c'est la même chose, c'est la même puissance divine qui a été écrite et représentée par et pour les médecins pendant 150 ans. Alors bien sûr qu'on va les prendre pour Dieu, parce que c'est ce qu'on a appris dans notre passé de patient aussi. C'est ce que Michael Balint appelle la fonction apostolique du médecin. Persuadé que vous connaissez Balint. Et en l'occurrence, ce qu'il explique, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, ça va au-delà du bon ou mauvais pour la santé. On va jusqu'au c'est bien ou mal moralement ou socialement. C'est ce que raconte Ruven Ogien dans Mes 1001 nuits. Il est décédé il n'y a pas très longtemps d'un cancer et il explique son parcours en oncologie, extrêmement difficile. Et voilà ce qu'il explique sur l'attitude que doit avoir le patient. J'avais l'impression que si je ne voulais pas être perçu comme un déchet, ne méritant pas qu'on fasse des efforts thérapeutiques en sa faveur ou qu'on dépense de l'argent public à son bénéfice, je devais présenter une certaine image de moi, celle d'une personne résistant vaillamment à la dégradation physique, sincèrement désireuse de suivre les recommandations des médecins, toujours fiable intellectuellement et utile à la société. Et il termine un peu plus loin dans son livre, « Le malade doit construire une mise en scène dont les éléments principaux sont les suivants. Montrer, par ses mots et ses actes, qu'il n'est absolument pas responsable de cet état de santé. Il a pris toutes les précautions qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, etc. Montrer, par ses mots et ses actes, qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour recouvrer la santé. » Autrement dit, ici on a vraiment ressenti par ce patient la normalisation qui est faite, qui est sociale, la normalisation faite par le médecin. Et c'est une autre façon de le faire, mais c'est ce qu'Elsa Modet a raconté dans Libération, il n'y a pas très longtemps, sur la vision des patients obèses par les médecins, et qui explique que le corps obèse est extrêmement mal vu, mais pas simplement parce que ça peut être dangereux pour la santé, mais parce que c'est mal socialement d'être aussi gros, et parce que ça veut dire qu'on mange trop, qu'on ne se contrôle pas. Elle explique ça extrêmement bien, et donc, voilà, porteur finalement d'une norme et d'une image. Et puis enfin, du côté de la maladie, ça a pas mal de retentissement, mais en l'occurrence, ça montre en fait que la maladie appartient au médecin, à la langue du médecin, mais qu'il y a surtout un éparpillement conceptuel du patient. C'est-à-dire que le patient ne s'appartient plus à lui-même. Alors ça, c'est un extrait des Brutes en blanc. Il dit « La dernière fois, pendant que j'allais demander un autre rendez-vous à la secrétaire, il est entré dans le bureau de son confrère et il s'est mis à décrire mes seins. Je les ai entendus rire. » Effectivement, c'est extrêmement humiliant. Je ne doute pas que ça ait pu arriver. Mais pour le coup, on comprend pourquoi en fait. C'était même pas forcément humiliant pour le médecin. Il a pas voulu faire du mal. Il a pas été particulièrement méprisant. Et elle n'était pas là. Mais parce que c'est précisément ça. Le patient, en tant que personne, n'est pas là, en fait, dans ce type de médecine-là. Il est un corps malade qui appartient au discours médical. Phrase entendue sur le blog, donc, Hôpital en Brève, un radiothérapeute qui dit « J'avais un créneau à 16h, j'ai ajouté une lèvre entre mon vagin et mon rectum. » Ouais, très drôle. C'est ça qui est assez génial sur ce blog, c'est qu'ils prennent indifféremment des phrases de médecins et des phrases de patients. Mais ça montre en fait, encore une fois, de façon assez drôle et tragique, la façon dont on traite l'éparpillement conceptuel du corps du malade. Donc le médecin, pour le coup, est pris au piège d'un discours qui est bien plus ancien que lui, et pris au piège aussi dans une langue. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement. Orwell, dans 1984, en fait, explique que si on enlève des mots du discours, alors les gens ne pourront plus avoir les idées qui correspondent aux mots. Donc, par exemple, ils éradiquent le mot « amour » dans 1984, puisqu'ils veulent une dystopie, une société faite de haine. Et si on enlève le mot « amour », si c'est interdit, les gens finiront par oublier qu'il est possible
de ressentir de l'amour. Parce que le mot, en fait, fabrique le concept. Ben, c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le médecin d'aujourd'hui, le plus holistique possible, le médecin qui veut soigner le mieux possible, qui est vraiment pétri de bonnes intentions, est quand même pris au piège d'une façon de parler. La façon dont on parle en médecine, c'est qu'on a fabriqué des mots, hein, ça s'est passé au 19e siècle, on a utilisé un préfixe qui utilise la localisation dans le corps, et puis un suffixe qui explique le geste qu'on associe ou l'observation qu'on en fait. Donc coloscopie, hystérectomie, mammoplastie, hématome. Et en l'occurrence, ce que ça fait, c'est que parler de cette façon-là, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de cette façon-là, c'est juste se rendre compte que quand on parle, quand on utilise ce genre de mots, ce genre de concept, en l'occurrence, on reste organocentriste. On fonctionne par le langage et donc par les concepts sous forme de concentration dans les organes. Voilà. Donc c'est toujours, par le mot, une médecine mécaniciste qu'on va pratiquer. Et moi, il y a un mot, et c'est pareil, c'est un peu mon obsession depuis 15 ans, c'est ce mot-là, c'est le mot pathologie. Dans le langage courant, pathologie, c'est la maladie. Mais si on décortique le mot, ça ne veut pas du tout dire maladie. Pathos, c'est l'émotion, la souffrance. Et logos, c'est le discours qu'on a sur elle. Autrement dit, la pathologie, c'est la médecine. C'est un discours sur le symptôme, le signe, la souffrance. La médecine est la seule discipline intellectuelle qui confond son objet et l'étude de son objet. Il n'y a pas de distance entre la médecine et ce qu'elle étudie, hein, conceptuellement parlant. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de maladie sans utiliser les termes qui appartiennent à la pathologie, à la physiopathologie, puisque c'est ça le mot au départ, la physiopathologie, c'est Bichat. Deuxième partie, donc, contre-discours et contre-pouvoir. On va refaire un petit tour en Grande-Bretagne au 19e siècle, et voici ce qui se passe au 19e siècle. C'est que devant cette propagande médicale, des artistes et des romanciers vont réagir, et très très fort. Charles Dickens, par exemple, va utiliser le mépris souverain. Alors quand on lui dit, bon, enfin quand même, on ne peut pas fabriquer de la combustion spontanée, vous ne pouvez pas faire croire ça aux gens, il attend l'épisode d'après, 3 semaines après, et alors l'épisode qu'il fabrique est absolument génial, il commence par faire une étude scientifique de la combustion spontanée en expliquant que c'est totalement possible. Alors il n'est pas stupide, il sait très bien qu'on n'explose pas, mais il imagine un discours scientifique avec des preuves, avec des observations physiopathologiques, pour montrer que bien sûr, on explose. Tout à fait, sans problème, et c'est tout à fait possible. Ça vient de la saturation sociale. Et on se transforme en huile chaude, et qui sent la saucisse, dit-il. Et dans le même épisode, il prend le tableau clinique de la petite vérole, de façon extrêmement précise, et Esther, qui est son personnage principal, souffre de la petite vérole. Elle a absolument tout ce qu'on peut avoir, y compris une atteinte des yeux. Elle a absolument tout, la pauvre fille. Mais à aucun moment, Dickens ne dit que c'est la petite vérole, dit que c'est la petite vérole. Il refuse complètement d'utiliser la grille nosologique médicale pour dire la maladie dont elle souffre. Parce qu'il veut que cette maladie ait un sens. Et la maladie, elle a un sens dans la narration de Dickens. De la même façon, il refuse complètement de mettre en scène les spécialistes de l'époque. Et puis on a son acolyte, son copain, c'est Wilkie Collins, qui est vraiment l'un de mes romanciers préférés. Alors lui, il imagine dans Heart and Science, qui date de 1889, un horrible médecin qui s'appelle le docteur Benjulia, et qui est spécialiste du tronc cérébral. Alors il est très très drôle parce qu'il est complètement obsédé par les coups des gens. Il regarde les gens dans les coups, et il touche les coups, il est très inquiétant. Il va au zoo par exemple, et il regarde les petits-enfants, et il essaye de toucher les coups des petits-enfants, il regarde, il mesure, il a un petit mètre, et il mesure les coups, les distances, il est très très effrayant. Et il a une patiente qui s'appelle Carmina, et qui laisse sciemment s'enfoncer dans une hystérie la plus profonde, elle devient paralysée, muette. Et il y a cette phrase extraordinaire qui dit « Elle prendrait place dans son carnet avec les autres animaux ». Parce que bien sûr, il est aussi vivisectionniste. Et donc, il est vivisectionniste, mais encore une fois, pensons Bichat, ante et post-mortem. Et ça, c'est l'un des gros débats de l'époque. Si on veut comprendre comment un cœur fonctionne, on ne va pas le regarder mort, parce qu'il ne va pas fonctionner. Donc il faut ouvrir la poitrine de quelque chose de vivant. Sinon, on ne sait pas comment ça marche.
Donc, la vivisection. La vivisection, c'est la médecine. Claude Bernard, dit qu'il faut absolument utiliser la vivisection. Et donc lui se cache dans son manoir la nuit et on entend des hurlements de chats, de chiens, de singes, c'est absolument abominable. Toutes ces aides ont fui tellement c'est affreux. Et la journée, il est avec Carmina et il la regarde s'enfoncer. Mais chez Collins, il y a des bons médecins aussi. Donc par exemple dans The Moonstone, il y a Ezra Jennings qui parvient à retrouver en mettant en fait son patient dans un état de conscience modifié grâce à du laudanum et du tabac en même temps, avec une dose un peu particulière, à retrouver le mystère de, en fait, ce patient ne sait plus où il a mis la pierre de lune qu'il devait donner en fiançailles, comme pierre de fiançailles à sa future épouse, et donc le mariage ne peut pas avoir lieu, c'est catastrophique. Voilà. Et donc il arrive à retrouver par la narration et en la mettant en état de conscience modifié. Et de la même façon, on a un autre bon médecin, Ovid Vir, dans Heart and Science, qui lui parvient à la fin du roman à guérir Carmina en remettant de la narration. C'est-à-dire que de nouveau, elle va parler et elle va se remettre à remettre les fils, les bribes de ses symptômes dans une maladie qui fait sens. Ce qui est très intéressant, ceci dit, c'est que ces médecins, ces praticiens sont des seconds. Ezra Jennings est l'assistant du docteur Candy, qui brille par son incompétence, et Ovid Vir est un jeune étudiant en médecine qui a été dégoûté par les vivisections, par les dissections, et qui est parti au Canada pour soigner ses nerfs, et qui revient avec une nouvelle technique de narration, voilà, qu'il a apprise au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que par ça, en fait, Collins et Dickens attaquent la hiérarchie, en fait, la nouvelle hiérarchie qui s'est mise en place. Ce sont les seconds, et ces seconds-là, si on y réfléchit, Ovid Vir et Ezra Jennings, sont des médecins holistiques. Des médecins qui traitent la personne de façon générale, comme un tout, et qui utilisent le mot et la narration pour la reconstruire. À la même époque, et là c'est pas de la fiction, on a Frances Power Cobbe qui isole 4 catégories de patients particulièrement vulnérables que la médecine utilise. Ce sont les criminels, ceux qu'on appelle les idiots, donc c'est les fous, les aliénés, les femmes et les mineurs. Et je voudrais parler des femmes surtout. Les femmes à l'époque sont les patientes éternelles, c'est-à-dire que leur physiologie est par définition pathologique. Alors par exemple, l'un des problèmes des femmes, c'est qu'elles sont liquides et qu'elles liquéfient tout. Bon, ça c'est à cause de l'hystérie. Donc elles liquéfient absolument tout. Donc par exemple, les médecins à l'époque disaient qu'il y avait un certain nombre de lectures que les jeunes filles ne pouvaient pas faire, parce que ça allait les hystériser, ça allait liquéfier leur physiologie déjà complètement pathologique, et elles allaient déborder. Alors déborder en empathie, déborder en hystérie, déborder en rire, ou, et ça j'adore, c'est un personnage dans Collins, c'est une jeune femme qui lit énormément de livres interdits, et qui se reproduit de façon délirante. Donc elle en est déjà à son 12e enfant, et on la voit en train de lire un livre, elle a un bébé obèse à son sein qui déborde et qui s'étouffe parce que le lait coule trop fort, et elle est enceinte du 13e ou du 14e. Donc ça c'est assez typique. Et c'est justement à cette époque-là que on explique, bien entendu, mesdames, ça va vous plaire, que les femmes, du coup, ne peuvent pas être médecins, puisqu'elles sont malades. Alors voici ce que Dr Barnett dit en 1867. « C'est ma plus grande conviction que les femmes, dans leur ensemble, sont incapables d'endosser la lourde charge de médecins généralistes ou de chirurgiens. Leur sexe, leur constitution, leur intellect même le leur interdit. Le prérequis pour être bon chirurgien est avant tout d'être un homme courageux. Un bon chirurgien doit garder son sang-froid. Son empathie ne doit pas atteindre des sommets, donc déborder, pour se transformer en manifestation hystérique. Elle ne doit pas induire le moindre tressaillement de la main. » C'est intéressant puisqu'en fait là, on est en train de parler d'empathie. Et l'empathie, c'est mauvais. Ça nous explique que l'empathie, ça fait faire des bêtises, ça fait faire des erreurs, et l'empathie est féminine. Et regardez, c'est justement ce qu'on a déjà vu. Regardez la place des femmes maintenant dans ces tableaux. La femme, c'est la patiente, elle est inconsciente et à moitié nue, très jolie d'ailleurs. Celle-là, elle est complètement nue, et inconsciente aussi. Donc les femmes ont une place un peu particulière. Je vous rappelle Dr Sims avec son spéculum, et la façon dont il en parle. Ça, c'est la première photo qui a été prise en 1861 d'une opération sous éther. Le patient est une patiente.
Et donc, voilà, tous ces hommes qui regardent la caméra. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée, en fait, à quel point c'est impressionnant, en fait, cette hauteur d'amphithéâtre. Et c'est à cette époque-là que, justement, pour développer aussi les techniques gynéco, on rendait obligatoire les examens gynécologiques des femmes pauvres dans la rue. Donc on allait les chercher, sinon on les mettait dans des prisons. Donc elles étaient prostituées la plupart du temps pour survivre. Et on leur imposait un examen gynécologique devant un parterre d'étudiants. Voilà, donc on se retrouvait dans une situation comme ça, au milieu d'hommes. Alors ça c'est une photo qui a été prise beaucoup plus tard, mais c'était juste pour vous montrer la verticalité en fait, de la chose que je trouve absolument effrayante et très impressionnante. C'est quelque chose qui survit encore maintenant, hein, Knock. Toute femme bien portante est une malade qui s'ignore, surtout quand elle est enceinte. Et les brutes en blanc, quand on s'intéresse à la santé des femmes, on comprend très vite que la frontière entre le physiologique et le pathologique est une construction artificielle. Mais maintenant, en Angleterre, il se passe encore quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les médecines alternatives, celles qu'on appellerait la médecine alternative, c'est-à-dire non orthodoxes, survivent. Vous vous souvenez du professeur Elliotson dont je vous ai parlé en tout début, qui sauve cette patiente du cancer du sein. Savez-vous comment il la sauve? Par le mesmérisme, autrement dit par l'hypnose. Et ce monsieur-là est un monsieur tout à fait qui a pignon sur rue, qui est professeur de cardiologie, qui est un des héros, un des porte-paroles, un des porte-drapeaux de la médecine orthodoxe. De la même façon, Dickens était hypnothérapeute. Et Collins, on l'appelait patient expert. Il était tellement drogué au laudanum qu'il y a une histoire qui dit que un jour son serviteur a pris 1/10 de la dose et il est mort. Donc en fait, toute son histoire de Ezra Jennings, c'est lui. Hein, c'est lui qui a reconstitué son état modifié de conscience par le laudanum et le tabac, bien entendu. Pendant ce temps-là, en France, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est assez magistralement résumé par Starobinsky comme ça. Le champ de compétences des médecins ne s'arrêtait pas aux ouvrages contemporains, qui leur renvoyaient comme un miroir leur propre discours nosologique. Ils croyaient pouvoir étendre leur dicaster à l'art, à la littérature, aux personnages du passé. La ressource était inépuisable, malade dans l'art, indiscrétion de l'histoire, maladie des écrivains ou des potentats. L'histoire humaine devenait un musée pathologique. Au mieux, c'était l'esquisse d'une histoire des images et des représentations de la maladie au fil des âges. Au pis, et le pis était fréquent, c'était l'outrecuidance du diagnostic rétrospectif, plaqué sur des âges révolus au nom d'une science qui refusait de se reconnaître elle-même datée et dépassable, sujette à des modes non pertinentes à l'égard des documents qu'elle prétendait élucider. C'est ainsi que l'on diagnostique avec la grandeur de la bêtise, la névrose ou l'épilepsie de Jésus-Christ. C'est un passage très intéressant parce qu'en fait ça nous explique qu'à l'époque de Claude Bernard, précisément, l'autorité du médecin était absolue et le règne du positivisme était absolu. C'était un prisme, c'était vraiment un filtre à travers lequel on regardait tout et on jugeait et jaugeait tout. Sauf qu'en France, contrairement à en Angleterre, il y a très peu de résistance. Et les écrivains qui écrivent, c'est ce qu'on appelle le naturalisme au XIXe siècle, écrivent en utilisant des outils du laboratoire. Par exemple, les frères Goncourt de Germiny Lacerteux, le sous-titre de Germiny Lacerteux, c'est « Clinique de l'amour ». Et c'est vraiment le tableau clinique avec les symptômes de l'amour. Parce que pour avoir de l'autorité, il fallait prendre un peu de l'autorité du médecin. Alors que vous voyez qu'en Angleterre, on se pose totalement en miroir et contre. Les Rougon-Macquart de Zola, qui sur des générations et des générations montrent l'atavisme, l'alcool, les ravages de l'alcool et finalement le ravage des gènes dominants de tous les descendants de la tante Dide. Donc on voit que même les principes de la science expérimentale sont appliqués dans le roman. Il n'y a pas de naturalisme en Grande-Bretagne, on explose dans les romans, sans problème, ça pose pas de soucis, ça pose de soucis à personne. Donc ça c'est le discours, vous avez bien compris, là je parle de discours, c'est-à-dire d'idéologie qu'il y a derrière, mais moi il y a quelque chose en tant que linguiste qui m'intéresse particulièrement, et surtout en tant qu'angliciste, c'est la façon dont la langue fonctionne. Alors je prends une phrase toute bête, que mon fils de 6 ans m'a dite la semaine dernière parce qu'il est hyper tout. Il me dit « quelqu'un a volé mon écharpe rouge ». Alors qu'est-ce qui se passe en français quand on dit ça? D'abord, on va avoir l'agent, on, même si l'agent est inconnu. Puis l'action, a volé. Ensuite la sphère du sujet à qui ça appartient, mon. La notion, qui est primordiale, écharpe,
et à la toute fin de la phrase, éventuellement, ce que la sensation me dit. Rouge. D'accord? Je prends la même phrase en anglais. My red scarf was stolen. Ce qui arrive en tout premier, c'est la sphère du sujet. My. Et puis, c'est la sensation qu'il va en avoir. C'est-à-dire qu'on sait que ce dont on va parler est rouge avant même de savoir ce que c'est. On va savoir ce que ça fait au sens, avant même de savoir ce que c'est. Ce que c'est, la notion arrive après, c'est scarf. Et à la toute fin, dans la forme passive, on va avoir le verbe. Autrement dit, si on fait une comparaison linguistique, dans l'ordre d'importance, en français, on va avoir l'agent, même s'il est inconnu. L'agent est important et primordial. L'action, la sphère, la notion, et à la toute fin, éventuellement, la sensation. Alors qu'en anglais, on a exactement quasiment l'inverse. On a d'abord la sphère, puis la sensation, la notion, enfin l'action, et pas d'agent, puisqu'on ne le connaît pas. Alors on dirait c'est bien joli, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en l'occurrence, je pense que, c'est un peu comme George Orwell, les mots et la façon dont on parle donnent des concepts et donnent des idées. Et dans les milieux anglo-saxons, donc là où on parle anglais, on a beaucoup plus rapidement fait en philosophie de l'empirisme. En français, le cartésianisme, Descartes, je pense, donc je suis, vous voyez l'agent, vous voyez le sujet, vous voyez l'agent, vous voyez la notion. En anglais, Locke en Angleterre, l'empirisme, je sens, donc je sais. C'est deux façons totalement différentes de ressentir le réel. Et ça a donné ça dans les milieux anglo-saxons. Evidence-based medicine. C'est totalement logique que ça vienne du milieu anglo-saxon par la langue, par la façon dont on a contact, on prend contact avec le réel dans une langue. D'accord ? Donc ça c'est très intéressant et on voit que dès les années 50, dans les milieux anglo-saxons, les médecins sont formés en compagnonnage, en véritable compagnonnage. La douleur du patient est prise en charge. On n'a plus de dosage de morphine dès les années 50 en Angleterre. Les aidants, ou les sages-femmes, les infirmières cliniciennes ont un statut autonome avec vraiment des textes. Les soins en Angleterre, par exemple, se font en centre. On a systématiquement un médecin généraliste de prime abord. Et puis la place de la recherche en médecine générale est très enviable. C'est un milieu organisé, qui a son autorité et qui est là, qui est très organisé pour former des professionnels. Petite remarque, en anglais on dit « the patient's history », en français on dit « l'interrogatoire » ou l'histoire de la maladie. Encore une fois, les mots comptent. C'est assez intéressant de voir qu'on s'exprime de cette façon-là. Je vais conclure en vous disant qu'en fait, la brute en blanc, de la même façon que le bon médecin de campagne, ne sont que des mythes, ne sont que des fantasmes. Mais ce qu'ils nous disent, ils nous disent quelque chose de vrai de l'imaginaire collectif sur le médecin. C'est-à-dire qu'ils nous donnent finalement deux limites. On doit trouver une norme, ou on doit trouver quelque chose entre le bon médecin de campagne, c'est-à-dire qui est dans l'humanité totale, et la brute en blanc, qui est dans l'inhumanité technique. Il y a un juste milieu à trouver entre ces deux choses-là. Et je pense que pour le coup, on est sur la bonne voie, encore une fois, je n'épluche les journaux, mais ça c'est le 2 décembre 2017, donc il y a très peu de temps. Je pense que, et ça c'est l'enseignant qui parle, mais je pense que la révolution, là, qui est en train de se faire, elle va passer par l'éducation des jeunes médecins, et que si on veut ajouter de l'humanité à la médecine, là je prêche pour ma paroisse, à moi, en utilisant cette métaphore en particulier, il faut ajouter des humanités à la médecine, c'est-à-dire enseigner l'art, enseigner la littérature, et revenir à la narration et à des techniques, par exemple, de médecine narrative qui ont été mises en place à Columbia, par exemple, il y a déjà une trentaine d'années. Voilà, je vous remercie.